donc y avoir différents degrés de séparation dans la perception qu'on a de soi-même. Alors, cela vous semble-t-il étrange? En effet, c'est le cas. Cependant, je voudrais vous donner quelques exemples plus courants pour vous aider à mieux comprendre ce que sont les troubles dissociatifs et aussi un sujet dont nous allons parler maintenant qui est le trouble dissociatif de l'identité et aussi un trouble qu'on appelle autre trouble dissociatif spécifié ou ATDS. Celui-là, on l'appelle parfois dans la CIM-11 TDI partiel ou trouble dissociatif de l'identité partielle. Permettez-moi donc de vous donner des exemples de variations plus courantes qui vous aideront à comprendre comment le sens de soi peut être divisé jusqu'à mener aux extrêmes que j'ai évoqués tout à l'heure. La première chose dont je voudrais parler, ce sont les états du moi. Nous avons toutes et tous des états du moi. C'est une façon normale dont notre moi s'organise. Au cours du développement, les très jeunes enfants, les nourrissons, ont ce qu'on appelle des îlots d'expérience, qui sont des expériences très distinctes, d'accord? Ils passent de façon très abrupte d'un état à l'autre, de la veille au sommeil, du sommeil aux pleurs, des pleurs au calme, et ils connaissent donc ces états très limités, avec des transitions très abruptes, et si l'attachement est suffisamment bon et si l'environnement est suffisamment sûr, les changements d'état deviennent de plus en plus fluides. C'est comme changer de vitesse dans une voiture. Plus on gagne en expérience, plus on réussit à passer les vitesses de façon fluide, sans à-coups, et on ne remarque même plus la transition qui nous fait passer d'un état à un autre. Et l'enfant commence alors à pouvoir interagir davantage avec l'environnement extérieur. C'est un phénomène universel qui concerne parfois nos rôles. Par exemple, en ce moment, je suis dans mon rôle ou dans mon état du moi d'enseignante, mais j'ai également le rôle de mère, de grand-mère, d'amie, de collègue, de jardinière, de propriétaire de chien, etc. D'accord? Ce sont tous des états légèrement différents, mais je les vis tous comme étant Cathy. Je les vis tous comme étant je, moi et à moi. Et vous aussi, vous vivez cette expérience. Mais, parfois, nous nous réveillons le matin et disons qu'un jour, au réveil, je me sens agitée. Et ce n'est pas l'état dans lequel je suis normalement au lever. Qu'est-ce que je peux me dire à ce moment-là? Je peux me dire, tiens, je ne suis pas moi-même aujourd'hui. Mais qui suis-je si je ne suis pas moi-même? Et le corollaire ici, c'est qu'il s'agit d'un état. Et c'est mon état, mais je n'ai pas l'impression qu'il est à moi. Il ne me semble pas, entre guillemets, normal. Il ne me semble pas fluide et harmonieux. Il y a comme un petit décalage. Donc, nous vivons toujours des expériences qui ne sont pas complètement intégrées à notre moi intégré. D'accord? Quand nous nous sentons à côté de nous ou si nous adoptons certains comportements, par exemple, je suis généralement une personne très calme et polie, et si j'ai été impolie, je peux me dire « Oh mon Dieu, ça ne me ressemble pas du tout !» Mais alors, ça ressemble à qui? Là encore, ce comportement se trouve à la limite de ma capacité d'intégration et je dois l'intégrer en me disant « Eh bien oui, Cathy, tu peux te montrer très impolie dans des circonstances extrêmes et ça, c'est bien toi aussi. » Et ça me permet de commencer à accepter que cela fait aussi partie de Cathy. Donc, c'est comme si nous essayions de rassembler au cours de notre vie toutes les façons d'être que nous avons dans cet espace que nous considérons comme étant je, moi et à moi. Tout cela est Cathy. C'est un processus continu qui concerne les états du moi normaux, cependant. Alors que dans le cas des troubles dissociatifs, ce qui se passe, c'est que tout ce qui se trouve en dehors de cet espace du je, moi et à moi reste exclu de cet espace et n'est pas intégré. Et il ne s'agit pas seulement de choses mineures comme
se réveiller de mauvaise humeur, mais ça peut être des choses extrêmement importantes, comme cette petite fille allongée sur le lit, ce n'est pas moi qui vis ça, donc ça n'a pas sa place ici, ça c'est quelqu'un d'autre. Nous pouvons donc voir comment différentes parties du soi peuvent se développer sous l'effet d'un ou de plusieurs traumatismes au fil du temps. Et il y a une autre raison à cela, à savoir que nous sommes tous organisés à un niveau très primitif et fondamental par des systèmes innés qui structurent nos comportements. Ces systèmes sont appelés systèmes motivationnels. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, ou peut-être que oui, mais ce qui est sûr, c'est que vous connaissez déjà l'attachement qui fait justement partie de ces systèmes motivationnels. Et vous connaissez le jeu qui est aussi un système motivationnel. Vous connaissez les réactions de défense comme le combat, la fuite, le figement et l'évanouissement. Eh bien, c'est également un système motivationnel inné. Il s'agit là de tendances innées à agir en fonction de la façon dont nous percevons notre environnement, n'est-ce pas? Et ce que nous pensons dans notre théorie de la dissociation structurelle, qui est une théorie que nous avons développée ensemble avec Eilert Nijenhuis et Onno van der Hart, qui sont mes deux collègues néerlandais, nous sommes d'avis que les aspects dissociatifs du soi sont principalement organisés par différents systèmes motivationnels et que ce sont eux qui, peut-être, créent des lignes de fracture naturelles dans notre sentiment d'identité. Par exemple, dans les cas de traumatisme, on peut avoir une partie de l'enfant qui essaie de se mettre en lien avec les personnes qui s'occupent de lui, mais ces personnes sont également ses agresseurs. Et l'enfant aura alors un besoin biologique d'être en lien, mais il aura également un besoin biologique de se défendre contre la menace, et tout cela par rapport à la même personne. Donc, dans ce cas particulier, entre l'attachement et la défense, déjà, les objectifs des systèmes motivationnels sont différents, puisque dans l'attachement, je veux être en lien avec toi et t'aimer, tandis que dans la défense, je veux me protéger et être en sécurité. Et c'est dangereux de vouloir me lier à toi, n'est-ce pas? Donc, les motivations et les objectifs sont différents, mais il existe en plus une différence physiologique entre la physiologie liée à la recherche du lien d'attachement et la physiologie liée à la nécessité de se protéger quand on se sent réellement menacé. Il est donc logique que ces systèmes motivationnels soient peut-être un moyen de gérer ce dilemme insoluble d'approche-évitement avec les personnes qui s'occupent de nous et que tout parte de là. Quoi qu'il en soit, ce que nous observons, encore une fois, est quelque chose de beaucoup plus complexe. Dans le trouble dissociatif de l'identité et tous les troubles associés, que ce que nous observons, par exemple, dans la tendance à se déconnecter, parce que nous avons maintenant différents aspects du soi qui ne sont pas suffisamment connectés. C'est-à-dire qu'il y a une Marie en colère, il y a une petite Marie, il y a une Marie qui va travailler et une Marie qui veut faire la fête et qui dit « Je déteste avoir des enfants, je déteste être mariée, je ne veux pas être mariée, ce ne sont pas mes enfants. » Bien sûr, la Marie qui est là a des enfants. Et la partie qui travaille de Marie dira « Je n'ai pas envie de faire de thérapie, ces trucs n'ont rien à voir avec moi, moi je veux juste aller travailler. » Vous voyez donc par exemple que chaque partie est isolée comme dans un petit silo bien à elle et que ces parties n'ont pas suffisamment de lien avec les autres états du moi ou les autres façons d'être, si on veut les appeler ainsi. La déconnexion n'est pas complète, mais les liens sont insuffisants. Et ces parties dissociatives, comme je les appelle, sont très, très rigides. Par exemple, si on prend la petite Marie qui a, disons, 6 ans, eh bien, cette petite Marie aura toujours 6 ans. Jamais elle n'aura 7 ans. Et elle n'a pas non plus 52 ans, comme la vraie Marie adulte.
La petite Marie a toujours peur et cela ne change pas. Elle a toujours peur. Il y a donc une rigidité dans ces parties qui maintient le traumatisme, mais qui protège également, disons-le ainsi, qui protège le moi adulte, cette Marie-là, en lui évitant de devoir se confronter à son vécu traumatique, parce que celui-ci reste logé dans l'aspect petite fille de 6 ans en elle. Ce n'est pas moi, ce sont des trucs qui appartiennent à la petite Marie, ça ne m'est pas arrivé à moi. Mais cette rigidité empêche l'intégration normale du soi. Une intégration normale, dans le cas de Marie, serait que Marie puisse se dire « Ah, cette petite fille sur le lit, c'est moi. C'était moi. Ça m'est arrivé à moi. » C'est ce que nous appelons la réalisation. Nous allons en parler dans un instant. Et la réalisation est un élément essentiel pour faciliter chez le patient l'intégration. C'est une étape importante dans le travail sur les traumatismes. Réaliser que cela m'est arrivé à moi, premièrement. Deuxièmement, réaliser que cela ne se produit plus maintenant, que c'est terminé. Et troisièmement, réaliser que je suis maintenant ici, dans le présent, avec ce passé-là, oui, mais aussi avec la capacité de guérir. D'accord? Il y a donc désormais plus de flexibilité, parce que si nous réfléchissons à notre sentiment d'identité ou sens de soi, mon sentiment d'identité remonte à ma naissance, dont je ne me souviens pas, et part de ma naissance pour aller jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, 69 ans. Et je perçois et vis la majorité de ce vécu comme étant je, moi et à moi. Il y a toujours de petits éléments qui ne sont pas bien intégrés. L'intégration n'est jamais parfaite, mais elle doit être suffisante pour que la petite fille de 6 ans que j'étais soit perçue comme faisant partie de moi. Ça, c'est moi, Cathy. C'est-à-dire que je suis la même personne, mais je suis aussi très différente de celle que j'étais à 6 ans. Donc, nous examinons comment combiner tous ces mois à 6 ans, 12 ans, 15 ans, 32 ans, etc. Et comment les différencier? Je n'ai plus 6 ans maintenant. Et vous savez, ce qui est amusant à ce sujet, c'est que en vieillissant, je peux me regarder dans le miroir et être un peu choquée parfois. Non pas parce que je ne sais pas qui est cette personne dans le miroir, mais parce que je me dis comment ça a pu arriver ça? Vous savez, qu'est-il arrivé à mon visage et à mes cheveux? Et là, vous savez, il s'agit de continuer à intégrer le fait que oui, c'est à ça que tu ressembles parce que tu as 69 ans et que tu n'as plus 45 ans, mais ça demande un certain travail. Et ce travail d'intégration est ce qui manque dans les parties dissociatives. Ainsi, un patient va littéralement se regarder dans le miroir et se dire « Je ne sais pas qui c'est. Je vois un inconnu. Je vois un enfant de 6 ans. Je ne me vois pas moi. Je ne me reconnais pas. » Donc, cette souplesse et cette adaptation, le fait de réaliser que oui, c'est bien moi, au fil du temps et des situations, en incluant tout notre vécu ou presque, c'est justement cela qui manque et que nous essayons de changer. Et si nous voulons maintenant, enfin, aborder la prise en charge du TDI ou de l'ATDS, ce que nous cherchons vraiment à faire, c'est premièrement nous appuyer sur tous ces autres éléments dont j'ai parlé pour les autres types de dissociation, c'est-à-dire pleine conscience, régulation des émotions, tolérance à la détresse. On pourrait dire dans un sens tout ce qui concerne la régulation du système nerveux, y compris d'ailleurs la psychoéducation. Et ensuite, il nous faut aller regarder comment aider ces sentiments d'identité ou sens de soi disparates à s'harmoniser afin qu'ils soient à minima plus coopératifs et qu'ils puissent fonctionner ensemble plutôt que de s'opposer les uns aux autres. C'est un sujet que nous allons aborder en profondeur.
Voilà, donc je vous ai parlé des 4 types de dissociation. Je sais que cette introduction est longue, mais je pense qu'elle est vraiment utile, car les patients qui ont un trouble dissociatif de l'identité ou un autre trouble dissociatif spécifié, un ATDS, présentent pour la plupart les 4 types de dissociation. Mais l'élément essentiel que nous ne pouvons pas omettre est cette scission du soi, cette dissociation du sentiment d'identité ou de la personnalité. Alors, quand je parle de sens de soi, sentiment d'identité ou personnalité, il s'agit là de représentation mentale. Je ne peux pas extraire quelque chose de moi et vous dire « voici ma personnalité ». Nous disons souvent « j'ai une personnalité », en tout cas en anglais, c'est comme ça qu'on le dit, « j'ai un moi, un soi », alors que ce n'est pas un objet ou une chose, c'est une façon de représenter notre mode de fonctionnement habituel, notre compréhension et notre conception de qui nous sommes. D'accord? Donc, quand nous pensons aux parties dissociatives du soi, il ne s'agit pas réellement de personnes différentes ou de personnalités complètement différentes et entières, mais il s'agit plutôt de différents aspects d'une même personne. Une des meilleures façons de le décrire est de dire qu'il s'agit de différentes façons d'être moi. Sauf que pour certaines, je ne les aime pas. Je n'aime pas qu'elles fassent partie de moi. Donc je vais dire qu'elles ne sont pas moi. Mais ce ne sont pas en réalité des entités distinctes. Et je pense que c'est là que le trouble dissociatif de l'identité est traité et présenté de façon très injuste, en particulier dans les médias, parce que on en parle presque comme s'il s'agissait de personnes distinctes au sein d'une même personne. Or, ce n'est pas le cas. Car même s'il peut y avoir des divergences assez frappantes entre les différentes parties, néanmoins, elles font toutes partie d'un seul et même soi ou moi. Simplement, c'est un moi qui n'est pas bien réalisé, qui n'est pas bien intégré. Et c'est là-dessus que notre prise en charge va devoir se concentrer.